Voilà, vous êtes sur Canal Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Vision. Comme toujours, ici, nous avons intérêt à pouvoir faire appel à la jeunesse pour débattre sur des questions très importantes en rapport avec la vie de notre très chère République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on s'est quand même dit que c'est assez important que nous puissions jeter notre dévolu du côté de la science. Là, nous avons bien sûr un chercheur. Il est université, il donne cours à l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Avec lui, nous allons devoir échanger autour du sujet l'impact des productions scientifiques en République démocratique du Congo. Notre invité du jour, c'est bien sûr le professeur Junior Kabwika Chipata. Professeur, bonjour. Bonjour très cher Bruce. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Voilà, vous allez plusieurs cours en charge, c'est le cas de la sociologie politique, mais également des questions spéciales de sociologie politique et de droits humains. Au regard des cours que vous dispensez, qu'est-ce que la République est censée espérer en ce qui vous concerne? Merci beaucoup pour l'invitation et en même temps, je tiens à saluer tous les téléspectateurs. Bien entendu, dans votre présentation, vous m'avez présenté comme étant un chercheur. Et en tant que tel, nous sommes enseignants à l'Université pédagogique nationale où nous dispensons un certain nombre de cours. Et tous ces cours, nous faisons un effort de faire une corrélation avec la vie existentielle de la République démocratique du Congo. C'est à partir de tous les exemples que nous évoquons, à partir de toutes les discussions que nous engageons avec nos étudiants, à ces niveaux de choses, nous pouvons estimer que nous apportons notre pierre, petite soit-elle, à l'édification d'une nouvelle conscience, laquelle conscience doit être en rapport avec la construction d'un État, lequel État qui est le nôtre doit être compétiteur dans ces systèmes et mondes de concurrence et de compétition à grande échelle. Voilà, lorsqu'on parle de professeurs d'université, c'est vraiment la cime intellectuelle, pour ne pas dire la crème. On dit toujours, et puis en fait on parle toujours des professeurs d'université, s'il faut vraiment que l'opinion congolaise puisse se faire une idée, c'est quoi cette image que la population congolaise doit se faire en ce qui concerne les professeurs d'université? Être professeur d'université n'est pas une chose facile. Cela est du ressort des initiés. Initiés dans le cadre des recherches que la personne devra engager au cours d'une vie. Et lorsque l'on parle de professeur d'université, on fait référence à un cadre spécialisé. Le cadre spécialisé, c'est en rapport avec les études qu'on a menées. Bien entendu, pour être professeur d'université, il faut être détenteur d'un doctorat, c'est-à-dire il faut défendre sa thèse de doctorat. À ce niveau des choses, c'est le niveau le plus élevé des connaissances. Et en rapport avec la République démocratique du Congo, bien entendu, la population devra retenir que les professeurs d'université font partie de la classe d'élite, laquelle classe d'élite doit mettre en place des mesures ou des mécanismes susceptibles de faire sortir le pays dans son trou noir dans lequel il est ou bien il a été aliéné, ou bien peut-être il a été contraint, mais tout simplement toutes les notions ou toutes les idées que mettent en place les professeurs d'université, bien entendu, qui n'ont que leur stylo et leur papier pour concevoir les choses, la population devra se servir pour d'une manière ou d'une autre faire sortir le pays dans un cycle infernal dans lequel il se trouve. Professeur Junior Kabwika, c'est quoi cette valeur sociale qu'on doit accorder aux productions scientifiques? Là, je cite comme ça, TFC, mémoire et doctorat. Bien entendu, l'université en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, est schématisée en 3 niveaux de choses, ou sinon en 3 cycles. Le premier cycle est celui des graduats, le second cycle en République démocratique du Congo est celui de la licence, le troisième et dernier cycle est celui du doctorat qui sanctionne la fin des études en République démocratique du Congo. Les productions scientifiques qui sont faites au regard de tous ces cycles sont d'une manière ou d'une autre des œuvres orientées sur la vie soit nationale, soit internationale, tenant compte des disciplines ou des paramètres dans lesquels les chercheurs se trouvent. Et à partir de toutes ces questions qui sont évoquées, à partir de toutes ces études qui sont évoquées, c'est là l'importance du fait social. Parce que la science n'est pas faite en dehors de la société. La science est faite dans la société, dans la mesure du possible, à faire sortir la société d'une manière ou d'une autre dans le trou noir
dans laquelle il se trouve. Car il y a la mission de former et aussi la mission de rendre acceptables ou accessibles les productions qui sont faites par les chercheurs dans le cadre du social. Car la science, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est faite dans la société et la société doit bénéficier des productions scientifiques pour d'une manière ou d'une autre aussi être élevée au niveau réel de la respectabilité et du développement. Voilà, cette fois-ci, on va déjà passer à votre thèse. Hein. Là, je signale quand même que, s'agissant de votre thèse, vous avez eu à travailler sur la mondialisation, en fait, mondialisation et souveraineté de la République démocratique du Congo. Je sais quand même que c'est un titre qui comporte vraiment beaucoup d'intérêt, d'abord social, mais également scientifique. Mais dites-nous quand même, au regard de cette thèse, c'est vrai que je venais d'affirmer, je crois que vous êtes très bien placé plutôt pour le faire. Dites-nous, en cherchant comme ça à devenir docteur, aussi pas en travaillant sur ces sujets, c'était juste une thèse, c'est juste une thèse qui vous a permis à accéder à la gloire scientifique ou ça a quand même un impact social? Bien entendu. Je tiens à préciser que je suis docteur, professeur attaché à l'Université pédagogique nationale où j'ai commencé à travailler comme assistant depuis l'année 2010. Ah d'accord. Donc c'est une suite normale de mes recherches, une suite normale de mes productions scientifiques. Oui, la thèse ou le doctorat confère un titre social et confère aussi un titre académique. À ce niveau de jeu, lorsqu'on aspire pour la carrière scientifique, on doit avoir à l'idée qu'il faut devenir maître à penser. Maître à penser passe par un certain nombre d'étapes. L'apprentissage derrière certains maîtres et jusqu'à devenir soi-même maître à penser par rapport à l'idée qui est la vôtre. Impact de la mondialisation sur la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel a été notre sujet de thèse. Bien entendu, cela en l'abordant a renforcé d'abord notre niveau de conceptualisation à la matière. Car lorsqu'on fait des recherches, on apprend en même temps. Au-delà de cet engagement, au-delà de cet intérêt personnel, il y a aussi l'intérêt scientifique. L'intérêt scientifique pour tout chercheur est d'apporter sa pierre, petite soit-elle, à l'édification de sa science. Voilà ma contribution dans ma science, en sciences politiques et administratives, où nous traitons bien entendu des questions relatives aux rapports existants entre la République démocratique du Congo, faisant bien partie des États dominés, par rapport aux grands se trouvant dans la catégorie des États dominants dans le cadre du système monde. Et à partir de tous ces intérêts aussi, il y a un intérêt collectif, social ou sociétal. Dans quel but? Parce que nous mettons en place un certain nombre de batteries à partir desquelles les décideurs politiques dans le cadre de l'État national peuvent s'inspirer pour orientation des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui ou demain. À ces niveaux de choses, vous voyez dans quelle mesure nous avons apporté notre pierre d'abord pour nous-mêmes, pour notre discipline et par conséquent aussi pour toute la société en général. C'est à ces niveaux que la science ou les productions scientifiques trouvent leur pesant d'or et trouvent toute leur importance. Car j'ai commencé à dire que la science ne se fait pas en dehors de la société. Et la science dans la société doit apporter des solutions par rapport à la société. Mais s'agissant de la direction de cette thèse, c'est bien sûr le professeur Émile Bongeli qui a eu à diriger ce travail. Mais dites-nous quand même, est-ce que cela ne veut pas dire, si pas vous permettez que les autres puissent insinuer, que sa couleur politique a eu quand même à orienter votre façon de faire les choses? Merci très cher Brice. J'ai toujours entendu les gens parler de ceci ou de cela. Ici, je tiens en même temps de remercier le professeur Bongeli, mon promoteur et maître, qui a encadré mon travail, en même temps en collaboration avec d'autres professeurs, notamment le professeur Bola et le professeur Gracier Moll. De ces différentes personnalités, nous avons appris l'art de la science qui consiste à désapprendre et à réapprendre. Bien entendu, lorsque l'on aborde les problèmes des sciences, il faut faire un effort de se distancer de la subjectivité. La couleur politique est là, mais seulement si vous lisez très bien mon travail, vous allez vous rendre compte que nous avons relevé les choses comme telles en rapport avec la République démocratique du Congo qui n'avait rien à voir avec la coloration politique.
Si déjà nous avons constaté ensemble avec mes encadrés que la République démocratique du Congo est un pays faible, est un pays défaillant et par conséquent, que faire pour arriver à faire sortir le pays de ces trous noirs? C'est à partir de là que nous avons proposé un certain nombre de politiques correctives et de ripostes pour faire sortir, à la suite du professeur Bongeli, de faire sortir le pays de son état bébé vers un état congolais responsable. Professeur Junior Kabouika, c'est quoi la substance de ce travail-là? Je parle comme ça de son âme, de sa quintessence. C'est quoi cette matière que vous transmettez par cette thèse? À ce niveau de choses, la matière est simple et compréhensible. Je venais de dire, il faudra faire sortir le pays de son statu quo sous-développemental vers un statu quo développemental. Cela veut dire quoi? Nous avons démontré avec insistance, nous avons démontré sans subjectivité que le pays, le nôtre, depuis ses différents contacts avec le monde arabo-musulman et plus tard avec les colonisateurs chrétiens, ce pays a été aliéné de l'externe en mettant en place un système de prédation avec des institutions, voire politiques et économiques extractives, lesquelles institutions n'ont été beaucoup plus pour le bénéfice ou sinon pour la gloire des métropoles. Malheureusement, lorsque nous accédons à l'indépendance, ce système de prédation a été encore bien entretenu par l'intelligentsia locale. C'est à partir de là que nous appelons à une révolution politique et économique pour faire dévier les pays dans le trou noir dans lequel il se trouve. À ce niveau des choses, il faudra arriver à faire comprendre qu'il faudra arriver à construire un État fort en mettant en place un leadership fort. Cela veut dire en mettant en place des institutions capables de subsister au-delà de la bonne survie de leurs animateurs. C'est à partir de là que le travail que nous avons eu à défendre trouve toute sa substance et sa quintessence se résume à pouvoir se faire sortir les pays de la stagnation dans laquelle il se trouve. Cette stagnation est bien entretenue et par des acteurs dans les cadres externes, intégrés dans les cadres du système monde, et aussi très bien entretenue par des turpitudes et des platitudes politiciennes internes. Donc ici, nous responsabilisons tous les deux côtés, comme l'avait fait déjà Mabi Mulumba à l'époque, quand il a parlé de l'économie zéro, de la prédation, où il y a des responsabilités internes et malheureusement, ces responsabilités ou ces façons de faire n'ont pas été extirpées de notre agir collectif. C'est pourquoi ici nous interpellons toute la classe politique, sinon la classe élitiste interne, à pouvoir prendre au corps et à bras le corps les enjeux de la République du Congo au sein de la mondialisation. C'est très bien. Là, je rappelle que votre thèse a comme titre « Mondialisation et souveraineté de la République démocratique du Congo ». Ben, dites-nous quand même, parce que lorsqu'on parle de la mondialisation, on sait toujours, là je cite comme ça, McLuhan, qui a dit qu'avec la mondialisation, le monde devient un village planétaire. Ben, entre-temps, vous parlez comme ça de la souveraineté. Est-ce que, s'agissant de la mondialisation, on ne peut pas quand même affirmer déjà que, en fait, les pays perdent déjà de leur souveraineté, si pas une partie? Mais merci encore une fois. La mondialisation, comme on peut la définir de façon beaucoup plus élargie, c'est la compénétration des différents États au sein du monde en mettant en place un système poreux de frontières. Donc ici, nous assistons d'une manière ou d'une autre à la fin des frontières nationales. C'est à partir de là qu'on arrive à unifier le monde autour des valeurs mondiales soient-elles. À quoi sert la souveraineté dans ces cas? À ce niveau des choses, la mondialisation, bien entendu, aliène d'une manière ou d'une autre la souveraineté des États. Car la souveraineté veut dire ici la capacité d'agir et de s'auto-définir soi-même. Mais dans le cadre de la complexité systémique au sein du système monde, la souveraineté n'est plus une notion absolue. Elle est relative, tenant compte du droit international et aussi tenant compte des capacités agissantes sur le plan politique et économique des États. À ces niveaux de choses, on arrive à faire comprendre qu'au sein de la mondialisation, il y a deux pôles qui se dessinent. Il y a le pôle des États dominants et le pôle des États dominés. Et ici, qui mondialise? Ce sont les dominants qui mondialisent et traînent les autres dans leur objectif. À ces niveaux de choses, la souveraineté, elle devient beaucoup plus aliénée. Elle est aliénée, beaucoup plus aliénée
par rapport aux États faibles qui n'ont pas la capacité de compétir, et les autres qui sont puissants font un effort d'exister et de vivre au-delà de toutes les pesanteurs qui s'imposent au sein du système monde. Parce que la mondialisation, comme nous la voyons aujourd'hui, aucun État, plus petit, grand, faible ou fort, ne peut plus stopper cette mondialisation qui avance à grands pas d'échelle. Et à ce niveau de choses, il faudra faire un effort aussi d'entrer dans ces trains qui a déjà quitté la gare, qui ne va plus reculer. Pour y entrer, il faut être fort. Et si, pour y entrer, comme j'ai dit, il faut être fort, et ce sont les faibles qui restent et sont à la queue leu de ces États dominants au sein du système monde. Mais en lisant votre travail, je me suis dit, hein, c'est vraiment un travail pertinent, c'est tellement profond, mais vous avez des phrases un tout petit peu magnifiques, mais qui nous font par moments côtoyer le désespoir. Je cite par exemple une phrase qui est contenue dans votre travail. Vous dites par exemple, les États du Nord restent éclairés dans le monde. Hein, les États du Nord restent éclairés dans le monde et les États du Sud ténébreux dans le non-monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire quoi, cher Brice? Je dis ici, la mondialisation au sein de ces systèmes monde, bien entendu, il y a cette relation complexe ou la complexité systémique au sein du système monde. Dans ces relations complexes, voire systémiques, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre des États dominants et les paramètres des États dominés. Et entre les deux, il y a un combat permanent. Les dominants, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se maintenir parce que le système est à leur avantage. Et par conséquent, ils veulent maintenir le faible dans les niveaux sous-développementaux parce que le système de la mondialisation est en avantage des États dominants. Et les dominés n'ont qu'aussi à faire un effort de sortir de leur trou noir. C'est à ce niveau que nous avions parlé à la suite du professeur Jean-Richard Kamba-Ibouacha de monde et non-monde. Ceux qui sont dans le monde sont dans l'éclairage et veulent rester. Et ceux qui sont dans le non-monde, c'est notamment les États sous-développés qui cherchent à sortir de leur état de l'obscurantisme. Et par conséquent, il y a un combat permanent qui s'est fait. La Bible d'ailleurs, elle le dit, au fort on va ajouter. Et aux faibles, on retirera, c'est-à-dire aux riches, on va ajouter. Aux pauvres, on va retirer parce que ces pauvres-là n'ont pas été en mesure de fructifier. Tel est le cas aussi des relations entre les États. On le dit très bien que les rapports entre les États ne sont que des rapports d'intérêt. Et aucun État au monde n'a reçu mandat de développer un autre. Et c'est à ce niveau de choses qu'on voit qu'il y a un combat permanent. Ceux qui sont dans le monde sont dans l'éclairage parce que le système est à leur avantage. Et ils ont une façon de présenter la mondialisation. Et les autres qui sont dans l'obscurantisme, les autres qui sont dans le cadre des États sous-développés sont dans le non-monde. Donc, ils sont écartés de l'histoire réelle du monde. Rappelez-vous que pendant une certaine époque, il y a eu la thèse européaniste qui disait que l'Afrique n'avait pas une histoire propre. Et pour faire entrer l'Afrique dans l'histoire, il fallait que cela soit aux dépens des États dominants. C'est à ce niveau de choses que, comme je dis, notre thèse est une thèse d'interpellation où il faudra que nous quittions le non-monde pour arriver au monde pour aussi être éclairés. Voilà, en tout cas, j'aime bien votre intervention, mais il y a quelque part, vous parlez comme ça du système monde. Hein. Lorsqu'on parle du système monde, je crois que ça nous inspire déjà l'approche systémique. Qui dit approche systémique ou encore un système, c'est un ensemble dans lequel il y a des éléments qui interagissent. Hein. Chaque élément est censé jouer son rôle précis plutôt. Mais dans le cadre du système monde, qui fixe ou encore qui est-ce qui est censé fixer les rôles que d'autres États sont censés jouer? Merci. Pour répondre à cette question, je veux rentrer dans l'histoire. Pendant un certain moment de notre histoire du monde, l'hégémonie du monde était placée en Europe. Pendant que l'Europe a été dévastée par les différentes guerres, l'hégémonie du monde passa entre le flambeau américain des États-Unis d'Amérique. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous entrons déjà à ce que nous avions appelé la guerre froide, la guerre des blocs, derrière l'ex-URSS et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez déjà à ce niveau des choses
on a compris que chacune des puissances était à la recherche de l'hégémonie du monde. Malheureusement, pour l'ex-URSS, les États-Unis ont triomphé. Et dès lors que les États-Unis ont triomphé, nous sommes partis de la bipolarité à l'unipolarité. Et aujourd'hui, avec le développement des nouvelles forces émergentes, on tombe à la suite de Jacques Attali qu'un autre monde est possible. Pour qu'un autre monde soit possible, il faudra que les forces en présence, n'est-ce pas, au sein de ces systèmes, fassent aussi un effort de pouvoir quitter leur statut sous-développemental. Et en rapport avec ça, quand nous parlons de la complexité systémique ou sinon du système monde, nous l'intégrons au sein de cette mondialisation où il y a les différents acteurs. Chacun d'acteurs ou sinon chacun des sous-systèmes dans ces systèmes monde a un rôle à jouer. Les puissants jouent un rôle de dominant, les puissants jouent un rôle du dessinage de cette mondialisation et les autres qui n'ont pas les capacités d'agir ne dépendent que des autres. C'est à ce niveau de choses que nous avions dit que la souveraineté des États sous-développés est beaucoup plus aliénée par rapport à leur dépendance et qui aujourd'hui continue à nous hanter pendant que nous sommes déjà théoriquement un État indépendant, souverain soit-il. Est-ce que dans ce travail, quelque part, ou encore dans vos recherches, ça vous arrive aussi de travailler sur comment est-ce que la RDC, par exemple, peut se trouver, si pas se frayer un chemin pour contenir plutôt l'impérialisme? L'impérialisme, à ce niveau, d'une manière ou d'une autre, il y a certains auteurs qui affirment que la mondialisation a évolué. Et c'est une œuvre de l'histoire. Si les facettes que nous voyons aujourd'hui de la mondialisation, mais elle n'est pas... elle appartient à une histoire. Depuis que l'humanité a existé, la tendance était de l'unification du monde. Voilà. Si durant la colonisation, même pendant la traite négrière, il y avait de prétextes qu'on avait utilisés, notamment d'évangélisation. À la colonisation, on va utiliser celui de la civilisation. Lorsque l'on accède à l'indépendance dans les premières années, on parle de la coopération pour le développement. Mais aujourd'hui, la mondialisation, de plus en plus, le prétexte qui est utilisé est celui de lutter contre la pauvreté. Mais est-ce que du dedans, ces différents acteurs, sinon ces différents pays, luttent contre la pauvreté des États dominés ou se développer? C'est à ce niveau des choses qu'on voit que le puissant utilise toujours des prétextes pour légitimer d'une manière ou d'une autre leur position hégémonique. Au regard de cette réalité des choses, comme j'ai dit, durant la colonisation, on avait mis en place des systèmes extractifs sur le plan politique et économique pour le bénéfice des métropoles. Malheureusement, ces systèmes n'ont pas été repensés par les autochtones. C'est pourquoi nous continuons à patauger. Pour que le pays puisse sortir de cette situation de stagnation, moi je parle, il faudra à partir de nos identités propres, nous identifions nos forces et faiblesses et à partir de ces niveaux, nous allons construire une puissance et c'est cette puissance-là qui va nous permettre de vivre et de survivre. Cette puissance, c'est quoi? Nous ne parlons pas de la puissance ici, il faut égaler les États-Unis d'Amérique. Nous ne saurons pas le faire maintenant. Parce qu'il y a certaines situations au niveau beaucoup plus élevé qui ne dépendent pas directement de notre capacité d'agir. Mais il y a des mécanismes ou il y a des paramètres à partir desquels nous pouvons agir. La République démocratique du Congo, à partir de ces terres, à partir de ces eaux, nous pouvons à partir de là cultiver un esprit républicain, un esprit consciencieux à pouvoir nous investir notamment dans les domaines d'agriculture. À partir de ces domaines-là, agro-industriels bien entendu, nous pouvons nous nourrir. Nous pouvons nourrir l'Afrique et aussi par conséquent nourrir tout le monde entier. À partir de là, nous pouvons arriver aussi à faire face aux enjeux de la mondialisation et avoir aussi un niveau de la respectabilité sur le plan des concerts avec les autres nations. Voilà, au début de cette émission, je vous avais posé la question de savoir si la couleur politique de votre directeur, que je cite comme ça, Émile Bongeli, n'impacte pas cette réflexion scientifique. Là, quelque part dans ce travail, en fait, dans cette thèse, il y a une phrase que vous lâchez comme ça. Vous dites par exemple que la mondialisation à l'ère actuelle ne devrait que rester sur ces aspects économiques, culturels et sociaux. Pourquoi pas politique? Oui, peut-être la suite de la phrase... Là, vous refusez les ingérences. Hein? La suite de la phrase est beaucoup plus interpellatrice.
À ce niveau de choses, nous disons, bien entendu, la mondialisation, elle est globale et globalisante. Et dans cet état de choses, elle englobe tous les aspects, et sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, et j'en passe. Si la mondialisation, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, de ses origines, elle était plus sur le plan économique. C'est-à-dire le surplus de votre production, vous envoyez ailleurs. C'est à partir de ces surplus-là que vous allez vous faire aussi accepter, vous allez vous faire connaître. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses sur le plan politique notamment, on constate qu'il y a un système pluriel de la domination au niveau plus élevé. Sur le plan politique, si hier on nous avait colonisé, on nous avait dominé sur place, lorsque nous accédons à l'indépendance, on nous a imposé la domination au travers de la dictature. La preuve en est, nous avons eu 32 années du régime de Mobutu, bien soutenu par le même défenseur de la démocratie. Qu'on voit aussi aujourd'hui. Qu'on voit aussi d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Et à partir de là, nous voyons très bien entendu que ce ne sont que de prétextes que ces maîtres-là utilisent pour exploiter et dominer les États africains en général. Qu'est-ce qu'il faut marcher sur la démocratie? Et les cas congolais. Et en même temps, on évolue. Lorsque les États-Unis triomphèrent sous l'ex-URSS, ils ont choisi un nouveau modèle politique, c'est la démocratie. Voilà, si hier c'était la dictature, aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, on nous a imposé aussi un système démocratique à partir duquel ils continuent à nous dominer. Ok, on accepte, parce que peut-être nous sommes faibles. Rappelez-vous, en 1989, le président français, François Mitterrand, avait dit l'aide des Français, ça ne va être octroyée que vers le pays qui vont faire des pas courageux vers la démocratie. Nous étions contraints. Bien entendu, il y avait certaines pesanteurs internes, mais nous étions contraints sur le plan externe par rapport au changement de la donne et de la géopolitique internationale d'accepter la démocratie. Et aujourd'hui, le problème qui se pose à ce niveau, c'est au niveau où cette démocratie, elle a soufflé partout. Et est-ce qu'avons-nous pris conscience d'adapter cette démocratie par rapport à nos réalités locales? Nous n'avons pas adapté, nous n'avons pas tropicalisé. Nous n'avons pas acclimaté cette démocratie, raison pour laquelle nous continuons à patauger et aussi avec les turpitudes politiciennes internes. Voilà, tous nos acteurs politiques aujourd'hui, ils se battent pour question de positionnement politique, pour jouir des avantages du pouvoir, mais sans vision générale du développement du pays. Tel a été même le cas quand nous avons accédé à l'indépendance. Nous avons accédé à l'indépendance pour le simple fait de haute toi que je m'y mette, sans pour autant mettre en place des mesures pour, n'est-ce pas, faire développer les pays à un certain niveau de développement. Plus tard, en 1973, lorsque le maréchal met en place la zaréanisation, c'était justement pour renforcer la prédation, donnant les entreprises étrangères qui étaient gérées, très bien gérées par les Occidentaux, ayant un esprit d'affaires, on donnera ces entreprises plutôt aux politiciens sans vision de développement. Et la conséquence, c'était le chaos général sur le plan économique, qui a aussi des conséquences sur le plan politique. C'est à ce niveau de choses. Vous voyez, sur le plan international, il y a cette domination-là. Et aussi, l'intelligentsia locale, avec tous nos politiques, ne font pas un effort de pouvoir nous réapproprier cette façon politique des choses. Voilà, mais je rappelle simplement que quand vous vous mettez à parler des politiques, parmi les acteurs politiques congolais, nous avons également des professeurs d'université qui font ce qu'ils font. Donc là, il n'y a pas de discussion, je crois. Je rappelle aussi, au fait, le titre de votre thèse, c'est bien sûr « Mondialisation et souveraineté de la République démocratique du Congo ». Là, je signale par ailleurs que c'est un travail vraiment formidable. Je l'ai lu et rélu, je crois vraiment qu'il n'y a pas à redire dedans. Mais dites-nous quand même, quand vous vous mettez à produire des travaux de haute facture comme ça du point de vue intellectuel, est-ce que les acteurs politiques congolais prennent quand même au sérieux les productions scientifiques? Par exemple, en fait, votre travail, est-ce qu'il y a des acteurs qui se mettent déjà à le lire? Ça, c'est un problème au-delà de nous. Un auteur avait dit ceci: si notamment le pays n'arrive pas à se développer parce que les pays ou les politiques ont fait divorce avec la science.
Le Congo, notre pays, est une œuvre attachée à Léopold II, qu'il a découvert, qui a géré ça. Mais cette découverte est une découverte scientifique, à partir des différentes explorations qui ont été menées au pays. C'est à partir de la gestion sur le plan scientifique que le pays a été mis en place. Mais dans l'évolution des choses, on se rend compte que ce pays a tourné dos à la rationalité scientifique. Et par conséquent, le pays mérite le sort qu'il a parce que ne fait pas un effort d'intégrer à son sein les réalités scientifiques qui sont produites. À ce niveau de choses, mon maître promoteur Émile Bongeli avait déjà écrit datant. Vous l'aimez beaucoup, hein? Je l'aime pas parce que je dois l'aimer par rapport à sa taille ou bien par rapport à sa présence, c'est par rapport au contact scientifique que nous avons eu. Et à partir de là, comme je dis d'entrée de jeu, de lui j'ai appris l'art de la science, qui consiste à désapprendre pour réapprendre. Déjà à l'époque, il avait écrit l'université contre le développement. Pour ainsi dire, bien entendu, lorsque nous parlons aussi, c'est pourquoi je veux relativiser les choses, nous parlons pas seulement de politique comme acteur, mais parlons de l'élite en général. Émile Bongeli, déjà dans sa thèse, et à partir des autres publications qu'il avait mises en place, il avait fait comprendre que l'université n'a pas joué son rôle. C'est-à-dire les élites n'ont pas joué de rôle sérieux par rapport au sous-développement du pays. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que nous avons des élites? Parce que l'élite ou l'intellectuel est celui capable de mettre en place des mesures correctives et de faire sortir le pays dans son statu quo sous-développemental. Mais une question me vient à l'esprit par rapport à ce que vous venez d'affirmer tout à l'heure au regard de l'émission de l'université. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour outiller l'université congolaise afin que cette dernière puisse être à la hauteur des attentes du pays? L'université du Congo est malade comme le Congo est. Comme les chercheurs l'est aussi. L'université intègre en son sein et les chercheurs en général. C'est à ce niveau de choses. Parce que comme je dis, les pays ne méritent que les dirigeants au regard de sa société. Mais il faut faire quoi pour sauver les meubles? Voilà, c'est pourquoi nous avions dit. Ça fait faire, parce que ça, vous savez très bien, les États puissants se sont développés à partir des recherches scientifiques. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, le Congo est une production de la science. Mais dans son évolution, le Congo a tourné dos à la rationalité techno-scientifique. Et par conséquent, nous continuons à patauger et nous sommes au suivisme de ce que font les autres. Nous ne pensons pas en premier. Et nous raisonnons par procuration. Et cela ne va pas permettre à ce que nous mettions en place un esprit élevé. C'est à ce niveau de choses que nous disons qu'il faudra mettre en place des institutions fortes au niveau beaucoup plus général. Lorsque moi je parle des institutions fortes ici, je ne fais pas rapport aux hommes. Je fais rapport aux mécanismes institutionnels qui doivent être mis en place, qui doivent vivre et survivre au-delà de leurs propres ou premiers animateurs. À ce niveau, il faudra des mesures politiques éclairées, n'est-ce pas, de politiques éclairées, un leadership aussi éclairé qui doit mettre en place un système conséquent. Si déjà le pays a ses budgets près de 4 milliards, combien on va réserver à l'enseignement? Donc le problème est systémique, le problème est structurel, il est général. Il faudrait que nous arrivions à mettre en place une révolution mentale et sur le plan politique pour faire partir le pays dans cette voie boueuse. Sinon, si nous continuons comme ça, parce que l'homme naît, grandit, disparaît. Et un État aussi naît, grandit, il disparaît. Il disparaît notamment par ses incapacités à mettre en place des actions sérieuses pour faire sortir le pays de son trou noir. Et c'est là, il va être pris en charge par un autre État. D'où on arrive au problème de tutelle. Soit vous allez exister sans exister, soit vous allez être effacé aux bons intérêts des autres qui, d'une manière ou d'une autre, ont des moyens pour vous faire effacer. Donc à ce niveau des choses, pour que nous arrivions à capitaliser, à mettre en place un système sérieux, tout doit être de façon beaucoup plus concertée avec un leadership politique éclairé. Voilà, en fait, vous êtes auteur de cette thèse, mondialisation et souveraineté de la République démocratique du Congo. Du point de vue académique, ben, ça y est, puisque vous êtes déjà docteur. Mais lorsque vous étiez en train de rédiger cette œuvre, vous étiez en train de vous dire quoi? En fait, quelles sont vos attentes par rapport à ce travail?
Bon, d'abord, à ce niveau de choses, le travail de thèse, quand on le fait, c'est pour le soumettre à l'évaluation. On a déjà évolué. On a évolué. Et après la thèse, bien entendu, parce que cela est dans un système beaucoup plus restreint. C'est le niveau académique. Mais l'objectif qui est le mien, bien entendu, je suis déjà dans cette lancée, c'est pour mettre à la disposition du grand public les travaux que nous avons produits dans les cadres académiques. C'est comme ça que dans les jours qui viennent, bien entendu, nous allons faire sortir, nous allons, au regard de cette thèse que nous avons produite, faire des ouvrages susceptibles à être beaucoup plus consommables à un public beaucoup plus large. C'est à ce niveau de choses d'une manière ou d'une autre et nous estimons que nous allons être accessibles et intégrés dans les différents couloirs et dans certaines chambres qui doivent aussi penser et qui doivent aussi mettre en pratique d'une manière ou d'une autre les différentes politiques correctives que nous avions préalablement pensées. Voilà, puisque le travail a déjà été évalué du point de vue académique, hein, je crois qu'il reste à ceux qui nous suivent de pouvoir également l'évaluer. Mais en tant que docteur, vous êtes professeur d'université, de temps en temps nous voyons des étudiants en train de rédiger des TFC, des mémoires. Qu'est-ce qu'on est censé aussi attendre de ce genre de travaux? Parce que c'est comme si, in fine, on prend tous ces travaux, on les confine dans des bibliothèques et puis plus rien ne se passe. C'est quoi cette valeur qu'on est censé accorder aux travaux scientifiques? Je parle comme ça des TFC et mémoire. Voilà. Qu'il soit TFC, qu'il soit mémoire, qu'il soit thèse, chacun des travaux à ce niveau-là a sa valeur. Et c'est comme ça que déjà les structures d'accueil, notamment nos universités, doivent mettre en place des structures sérieuses pour aussi mettre à la disposition, n'est-ce pas, du public général des productions qui sont faites dans les académies. Et aussi parce que l'État n'évolue pas en vase clos, il est intégré, l'université plutôt n'évolue pas en vase clos, elle est intégrée dans les cas de l'État. Et l'État aussi à ce niveau doit mettre en place des mesures sérieuses pour aussi accompagner les différentes recherches que nous produisons. Mais seulement à ce niveau des choses, ça doit être des recherches empiriques, ça doit être des recherches sérieuses que l'étudiant a pris tout son temps pour d'abord observer une situation. À partir de l'observation que les chercheurs ont faite, on met maintenant en place des mesures sérieuses pour d'une manière ou d'une autre, comme j'ai dit, la science s'est faite dans la société. Et l'objectif, c'est à partir des problèmes détectés, que faire pour sortir le pays de ces problèmes-là. Donc, l'État en général, ensemble avec nos universités, doivent collaborer pour que les différentes productions soient réellement des productions en rapport avec le développement du pays en général. Voilà, professeur Junior Kabouika, vous êtes scientifique. Parlons comme ça de réalité que nous vivons dans nos universités. Ces derniers temps, on constate qu'il y a des professeurs, pour ne pas dire la plupart, qui au lieu d'être là en train d'assumer leur charge horaire au niveau des universités, sont toujours là au sein des cabinets politiques. Des fois, ils sont ministres, et ainsi de suite. Est-ce que là, ce n'est pas aussi une autre façon de tuer la science en RDC? Ça, c'est une question très capitale. La science sans conscience est ruine de l'âme. Ils n'ont pas de conscience? C'est pas ce que j'ai seulement dit, la science sans conscience est ruine de l'âme. D'abord, quand on a une responsabilité, il faut l'exécuter. C'est ce qui fait aussi la valeur. Et là, comme nous remarquons aujourd'hui, parce que l'université, ne nous voilons pas les yeux, ne paye pas comme la politique. Même si on vend des syllabus, ça ne paye pas comme politique, comme si on était ministre, acteur politique engagé. C'est à ce niveau qu'il y a abandon de l'université. Alors que le savant, le maître, les niveaux supérieurs doivent se disponibiliser pour faire profiter aux générations futures ce qu'elle lui a. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a abandon. C'est à partir de ces niveaux qu'il faudra un travail sérieux de mentalité pour que lorsque l'on accepte une charge, qu'on soit en mesure aussi d'en exécuter. C'est à ces niveaux de choses que j'ai tout avantage ici de jeter toutes les fleurs à celui que vous avez dit que j'aime tant, professeur Bongeli, qui
en tant qu'acteur politique engagé, tout en étant ministre, il n'a jamais abandonné l'université. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui, dès lors qu'une personne est nommée... Il n'a pas aussi mis du temps comme ministre. Peut-être c'est pas pour ça. Bon, être ministre, ça dépend d'autres présenteurs. Hein? Et aussi pour sortir, ça c'est un autre angle. C'est à ce niveau de choses qu'il y a abandon de l'université, comme j'ai dit. Et alors que dans la réalité des choses, il faudra que quand vous êtes chercheur, il faut que vous vous engagez à faire le travail des chercheurs. Et lorsque on bascule en politique, quand bien même cela aussi est relatif, nous constatons que le chercheur est brillant. Dès qu'il arrive en politique, il devient défaillant. Parce que d'une manière ou d'une autre, il n'arrive pas à faire les distinguos et y mettre plus la subjectivité dans le travail scientifique. Voilà, là on a vraiment terminé. Ben, dites-nous quand même, c'est quoi votre prochaine production scientifique? Comme je dis, la thèse que nous avons produite, c'est dans le cadre beaucoup plus académique et restreint. Dans les mois qui suivent ici, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Nous allons disponibiliser pour le grand public des ouvrages spécialisés en la matière. Voilà, c'était un plaisir pour nous. On vous dit sincère merci, professeur Junior Kabouika. Merci, très cher Bruce. Voilà, c'était comme ça votre émission Jeunes et Vision qui recevait le professeur Junior Kabouika Chipata. Il est auteur de la thèse Mondialisation et souveraineté de la République démocratique du Congo. On vous dit grand merci et on se retrouve le mardi prochain, toujours à partir de 17 h juste sur la même chaîne. Entre-temps, nous vous demandons d'être fidèles sur Canal Congo Télévision. A plus.